consacré à un sujet stratégique pour le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, qui traite de la formation continue en milieu professionnel, spécifiquement dans le secteur du touristique. Ce secteur qui devient aussi exigeant et compétitif. Pour nous, la formation ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme un levier, je dirais, essentiel de performance, d'évolution professionnelle et de qualité de service. Même, on va dire, les collaborateurs, et on était en train de discuter tout à l'heure en off avec nos intervenants, même les collaborateurs les plus expérimentés ont tout à gagner à continuer à se former pour rester à jour, on va dire, sur les bonnes pratiques, répondre aux attentes croissantes des clients et saisir de nouvelles opportunités de carrière. Aujourd'hui, au Maroc, le secteur du tourisme est en pleine effervescence grâce à l'organisation d'événements de grande envergure, à la forte visibilité de la destination à l'international, aux performances même, on va dire, sportives, comme celle des Lions, ou bien les Lionceaux d'Atlas, que je tiens à féliciter aussi aujourd'hui pour leur exploit. Donc, le Maroc, en général, attire un nombre croissant de touristes, de plus en plus exigeants en matière de qualité de service. Or, quand dans un secteur où l'humain, on va dire, est au cœur de l'expérience client, l'infrastructure aujourd'hui ne suffit pas. Le visiteur doit être accueilli par un professionnel, on va dire bien préparé, qui connaît son métier, qui sait s'exprimer avec tact et professionnalisme et qui incarne pleinement, on va dire, les valeurs de l'hospitalité. Une question que moi je me pose et qu'on se pose tous, c'est que aujourd'hui, au sein de l'entreprise, que ce soit du côté du dirigeant ou des collaborateurs, est-ce qu'on accorde réellement toute l'importance et tout le poids et toute la valeur que peut apporter la formation continue? C'est précisément de cette interrogation qu'est née, on va dire, notre réflexion et le thème de ce webinaire. Car au-delà des chiffres, il s'agit de comprendre comment la formation peut devenir un levier stratégique non seulement pour la performance individuelle, mais aussi pour la compétitivité globale de l'entreprise. Et en parlant de chiffres, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres que j'ai pu dénicher rapidement de quelques sources, notamment très fiables, à savoir l'HCP. Et on dit que 65% des entreprises marocaines reconnaissent que le développement des compétences est un enjeu majeur pour améliorer la qualité de service. Mais, et d'une manière paradoxale, seulement un salarié sur trois bénéficie régulièrement d'une formation continue dans le secteur tourisme et de l'hôtellerie. Donc, on sait réellement que c'est un levier, mais malheureusement, pas beaucoup de gens bénéficient dans ce secteur de la formation continue. Aussi, il y a un chiffre qui est important, c'est qu'une entreprise qui investit dans la formation voit sa productivité augmenter de 20 à 25% en moyenne dans l'année. Et 80% des employés formés se sentent plus engagés et performants dans leur travail quotidien. Alors, pour nous, et pour moi précisément, ces données qui sont claires. La formation n'est plus un plus, c'est un impératif stratégique. Elle devient un facteur clé de performance professionnelle, de fidélisation des talents et de la différenciation sur le marché qui devient, comme vous savez, très concurrentiel. Donc, pour illustrer ces enjeux de manière concrète, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 professionnels de terrain reconnus pour leur engagement dans la montée de compétences. Et je commencerai par M. Jean-Pierre Datchari, qui est le directeur général de Qas Badar Taïf et Déserts et Montagnes Maroc. J'ai eu le plaisir de collaborer avec M. Datchari à l'époque où j'étais au ministère du Tourisme. Il avait alors grandement contribué à un programme de formation destiné aux guides des espaces naturels à Ouarzazate. Son apport a été précieux, tant sur l'ingénierie pédagogique que sur l'approche terrain, en apportant
Je me rappelle très, très bien d'une expertise fine sur les exigences et les spécificités du métier de guide de montagne qui fait partie, on va dire, de la chaîne de valeur touristique. Donc, son engagement pour une formation de qualité, ancrée surtout dans la réalité du terrain, en fait un acteur incontournable du développement des compétences dans ce domaine. Et j'ai aussi Monsieur Dali Khalid, le front office manager Waldorf Astoria Rabat Salé, un ami et un frère. Et j'ai la fierté de dire que j'ai eu l'honneur d'être un jour son enseignant et aujourd'hui je le considère comme une future référence du front office au Maroc. Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans les établissements hôteliers de luxe, Khalid a su développer ses compétences avec rigueur et passion. Il a également enseigné dans le cadre de nos formations continues, notamment dans les modules liés à l'hébergement et l'hôtellerie de luxe. Et troisièmement, Monsieur Ayoub Fougani, head sommelier à Waldorf Astoria Rabat Salé aussi, également un ami. Ayoub a bâti une carrière remarquable, notamment aux États-Unis, dans des restaurants de renommée internationale, puis au sein de plusieurs enseignes de luxe au Maroc. Nous avons eu le plaisir de collaborer ensemble sur une formation F&B. C'était dédié à l'œnologie, je me rappelle très très bien, menée pour une chaîne regroupant plus de 17 établissements à travers le Maroc. Son expertise et sa pédagogie et sa passion, surtout pour ce métier, font de lui un formateur et un professionnel d'exception dans son domaine. Marhaba bekoum, très très bien accueilli, je crois. Absolument. Et je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Donc, votre présence aujourd'hui va témoigner de l'importance croissante accordée à la formation dans nos métiers. Donc, ce webinaire se veut participatif. Nous vous encouragerons vivement à poser vos questions sur le chat tout au long de la session. Et une séance Q&A, questions-réponses à la fin est prévue pour échanger. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui et nous vous souhaitons une session riche et inspirante et pleinement utile pour vos parcours professionnels. Donc, je m'adresserai à nos invités, à nos intervenants et je commencerai par une première question qui, à mon sens, une introduction, on va dire, personnelle où je vous donnerai la parole pour pouvoir y répondre. Ma question serait, quel est, quel a été votre propre parcours, on va dire, en matière de formation, avec un petit focus sur la formation continue, et en quoi cela a-t-il influencé votre évolution professionnelle? On commencera par Monsieur Dachary, Enchanté, galanterie bonsoir. obligée, surtout ancienneté. Salam alaikum, mahba. Mais écoute, mon parcours professionnel au niveau de la formation, il s'est fait très rapidement parce que bon, je suis au Maroc depuis très longtemps dans le domaine du guidage comme guide. Et puis nous avons monté une maison d'hôtes à Riyad, à Ouarzazate. Et puis donc nous avons démarré avec une chambre, deux chambres. Aujourd'hui nous en avons 14 et nous cherchons à monter en gamme régulièrement l'ensemble de la maison. Et ainsi que nos équipes sur le terrain. Nous avons des guides qui travaillent avec nous, qui sont salariés, des équipes qui vont dans le désert, dans la montagne. C'est une grande spécialité également. Et de la même manière, on a besoin de monter de compétences en permanence parce que, comme tu disais tout à l'heure, très justement, la clientèle est devenue de plus en plus exigeante. Voilà. Donc, c'est pour nous une expérience de plus de 25 ans de formation pour nos équipes. Voilà. Et ce qui nous a permis de monter à niveau régulièrement. C'est Khalid. Si Oussama, écoutez, dans un premier temps, je voulais vous dire que c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à un sujet qui tient particulièrement à cœur. Donc voilà, j'ai toujours considéré la formation comme un carburant, je dirais, pour ma progression depuis mes débuts autant que night audit. Donc c'était à l'âge de 21 ans, je pense. Donc chaque formation, qu'elle soit technique, comportementale ou de leadership,
donc a reflété pour moi une opportunité de grandir. Donc, par exemple, la formation Forbes, c'est notre référence aujourd'hui au Waldorf. C'est une sorte de travel guide. C'est similaire de Michelin Star, donc où les hôtels qui sont référencés dans ce guide ont les meilleurs. Donc, ils ont certains standards à suivre. Donc, c'est des standards sur service qui ont vraiment m'a appris que l'excellence n'est pas une action ponctuelle, mais c'est une habitude en fait. Mm. C'est quelque chose, ça doit être un style de vie, c'est des choses qu'on doit rafraîchir chaque jour. Donc, plus tard, les formations managérielles, bien sûr, m'ont aidé à comprendre qu'un bon manager ne forme pas pour corriger, mais plutôt pour inspirer ses équipes. Donc voilà, cette approche, la vérité, m'a ouvert des portes jusqu'à rejoindre aujourd'hui le Waldorf Astoria Rabat Salé, où la formation continue vraiment fait partie de notre ADN. Exactement. Monsieur Fougani? Alors, Oussama, merci beaucoup pour votre invitation à ce webinaire. Moi, je commençais ma carrière avec Walt Disney World en Floride, les années 90, le début des années 90. J'ai encore enchaîné avec des sociétés ou des institutions plutôt de luxe. J'ai travaillé pour Emirates Airlines, j'ai travaillé pour le Royal Mansour, j'ai travaillé pour des chefs comme le groupe Joël Robuchon, maintenant avec le chef Alain Ducasse. Et ces maisons, ces institutions, je les ai choisies. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une continuité de formation. La formation, pas seulement pour l'équipe, mais pour les managers aussi. Parce que c'est quelque chose de très, très indispensable dans notre carrière. On ne s'arrête pas. Il n'y a pas une formation qui te donne tous les outils du travail. Dans notre domaine maintenant, et dans le monde digital, par exemple, quand vous achetez un téléphone, après certaines semaines, il y a une affiche qui te dit mise à jour. Si vous ne faites pas la mise à jour à ce téléphone ou à télévision ou n'importe quel outil de travail, il s'arrête. Il ne va pas ouvrir des liens, il ne va pas ouvrir des applications. Et c'est la même chose avec le domaine, par exemple, de la restauration. Mes équipes ou les équipes qui travaillent avec moi, j'offre des formations sur le terrain. Et ce que je fais, c'est lead by example. Les tendances sont nouvelles et il y a toujours l'innovation. Notre domaine de restauration, ce n'est pas celui de 25 ans avant, ce n'est pas celui d'hier. On peut même remarquer une certaine différence entre le pré-Covid et le post-Covid. Il y a un changement radical. On doit suivre cela. La clientèle de jadis, ce n'est pas la clientèle d'aujourd'hui. Ça change beaucoup. Et on doit être préparé à ces transformations. On va être les leaders, les pionniers. Les établissements qui offrent la formation à leurs équipes, ce sont les établissements qui durent. Sinon, ils vont être des dinosaures et ils vont disparaître. Effectivement. Et si on peut rebondir sur ça, Monsieur Fougani, actuellement, si on se penche sur le domaine de la restauration et de la sommellerie et de l'œnologie, quelles sont aujourd'hui, à votre sens, les compétences essentielles dans vos métiers et comment identifier le besoin, par exemple, en formation pour vous ou vos équipes? Alors, il y a des compétences de base qu'on doit maîtriser d'abord. C'est des techniques de service, de protocole sont indispensables. Les connaissances des produits, les connaissances, par exemple, des vins, leur origine, les anecdotes, les accords mets-vins, la gestion de la relationnelle client, la résolution des conflits. Il y en a beaucoup. Et ce sont des choses qui sont indispensables à l'équipe. L'équipe doit maîtriser ces petites choses. Il y a aussi maintenant une grande transformation digitale. Voilà, il y a par exemple la maîtrise des logiciels de gestion, réservation, les commandes et tout ça. Il y a des gestions de plateformes, de livraison. On ne fait jamais maintenant les choses avec des bons. On doit maîtriser il y a les outils de planification, gestion de personnel. Il y a une révolution. Mais la plus importante des choses, c'est
technique de service, c'est la communication. Moi, je commence toujours mes formations avec une journée de communication. Voyez par exemple une salle de 30 personnes. La première des choses, ce que je dis, présentez-vous. Parce que la chose la plus chère qu'on peut vendre dans un restaurant, ce n'est pas le caviar, ce n'est pas l'homard, ce n'est pas le pinard, c'est nous-mêmes. Si le client nous achète, si le client a confiance en nous, nous confie sa soirée qui va être inoubliable, on a gagné. On gagne un client et on gagne une réputation et on gagne beaucoup de choses. Même question, M. Dachary. Vous qui êtes aussi sur de l'accueil fortement, quelles sont les compétences essentielles à votre avis? Alors déjà, une grande flexibilité. Alors je reviendrai en arrière avec notre ami Ayoub qui a dit les compétences de base doivent être acquises sur la technique de ce que l'on va faire comme activité, comme travail. Ça, c'est la base. Il faut une base de formation solide. Et à côté, il faut une grande flexibilité parce que l'activité, elle, comme vous avez dit, elle change, elle se modifie, elle s'adapte. Il faut aussi une polyvalence parce que dans l'activité aujourd'hui, on doit être polyvalent. On peut travailler dans différents domaines pour avoir un poste. Et si on ne le fait pas, on perd ce poste. Et puis, le poste peut évoluer. Donc, il faut cet esprit d'ouverture et de polyvalence, car il faut bien comprendre qu'une entreprise qui vous emploie, il faut qu'elle puisse gagner de l'argent pour vous payer le salaire et un bon salaire. Donc, il faut se mettre à la place de l'entreprise et c'est une nécessité de comprendre cette évolution. C'est en permanence la recherche de l'excellence. Il faut chercher à être excellent, il faut chercher à ce que la structure soit excellente, il faut mettre en avant nos collaborateurs qui vont nous remonter les petites informations qu'ils peuvent entendre, les petits défauts qu'ils peuvent voir et qui sont répercutés, qui sont l'écho de nos clients en fait. Donc, il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui travaillent dans l'équipe, qui vont nous remonter ces informations dont on doit prendre compte. Voilà. Et dans votre activité, y a-t-il des thématiques qui sont précises de formation, là où il y a un énorme changement? Et oui, c'est la question qui va être aussi posée à M. Khalid par la suite. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont spécifiques, qui connaissent vraiment beaucoup de changements, sur lesquels on devrait mettre un focus en termes de formation? Pour moi, un focus important, c'est l'hygiène. Ouais. L'hygiène. Parce que nos voyageurs, moi, j'aime pas ce mot touriste, nos voyageurs, c'est des gens qui voyagent, nos clients, mais pour moi, nos voyageurs, eh bien, ils viennent d'un continent ou d'un lieu de vie, d'un certain haut de gamme, d'un certain niveau d'environnement. Et puis, quand on arrive ici, on a tendance, nous, à rigoler, les malades, c'est la tourista. Non, c'est pas normal. C'est inacceptable. C'est insupportable. L'image que l'on doit avoir maintenant, aujourd'hui, doit être autre. Le problème qu'on a, c'est que, certes, on fait des efforts dans nos établissements avec nos équipes, et en dehors de nos établissements, les voyageurs vont boire un café, ils vont aux toilettes, et c'est une catastrophe. Donc, on a un environnement extérieur qui est très lourd, difficile, et au moins, il faut que dans nos établissements, on puisse être irréprochable pour redonner un petit peu de niveau aux clients qui viennent au Maroc. Parce que malheureusement, dans l'environnement autour, c'est catastrophique. Dans le train, c'est catastrophique. C'est partout catastrophique. Il faut le reconnaître. Et là, nos efforts à nous sont importants. Il ne faut pas croire on est tous une goutte d'eau quelque part et cette goutte d'eau, elle se multiplie. Déjà, dans notre environnement, nous-mêmes avec nos équipes, quand l'hygiène est montée, cette hygiène va se répercuter sur les personnes qui travaillent aussi. Donc, cette formation, elle n'est pas que pour nous, elle est aussi pour les personnes qui travaillent. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. L'environnement de la formation au niveau de l'hygiène, c'est primordial. Nous, on fait une formation, juste pour la partager, de HACCP, hygiène alimentaire, depuis 18 ans. On est un petit établissement, 14 chambres. C'est rien du tout. Et quand j'ai demandé cette certification, cette formation à l'établissement qui nous fait cette formation, ben, on m'a dit non, c'est pas pour vous, c'est pour des établissements de 50, 100 chambres. Et je dis pourquoi moi, petit établissement, je peux pas avoir ce niveau-là? On me dit attention, c'est cher. Ben, je dis envoyez-moi le devis. Certes, c'était cher, on a pu négocier, on continue depuis 18 ans, c'est un coût, effectivement, mais c'est très important. C'est un retour sur investissement, je présume. C'est un retour sur investissement. Voilà, j'en reparlerai un peu après. Il faut que chacun partage ses expériences. OK. Monsieur Khalid, quel est d'après vous les thématiques, on va dire, sensibles en termes de formation? Donc, le métier de front office, pardon.
Absolument. Nous, les exigences du métier, la vérité, pour un débutant, et c'est quelque chose pour lesquels j'opte toujours, surtout pour les ouvertures ou pour le line staff, on les appelle comme ça. Donc, en fait, c'est deux choses, en fait, deux piliers. C'est la maîtrise des langues et l'attitude. Après, tout ce qui est technique, tout ce qui est système, tout ce qui est comportemental avec le client, on peut former les gens sur ça. Donc, certes, ça demande un peu de temps, mais voilà, parce que moi, la vérité, j'ai pas eu la chance d'intégrer le marché assez facilement, je dirais. On m'a toujours demandé de l'expérience avant d'intégrer. Donc voilà, je veux un peu changer la donne dans le marché hôtelier. Et puis voilà, bon, je peux vous promettre qu'aujourd'hui, dans notre métier de réception ou de réceptionniste, les compétences clés n'est plus seulement bien accueillir le client ou quoi que ce soit, mais là, on a développé le métier, c'est plus de comprendre l'émotion du client, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et d'anticiper ses demandes. Ça prend un peu de temps. C'est très difficile de trouver un profil qui connaît tous ces aspects-là. Donc, la communication interculturelle, de la gestion proactive sont devenus voilà, indispensables. Mais ça, pour l'exercice et pour arriver à l'excellence de la maîtrise du métier. Donc, encore une fois, pour identifier les besoins, ben, écoutez, en termes de formation, ben, écoutez, il y a pas plus simple que d'observer sur le terrain, être sur le floor avec les team members pour pouvoir détecter les failles, je dirais. Parce que faut observer les interactions, leurs interactions avec les clients, consulter les feedbacks des clients, bien sûr aussi la posture et la confiance de mes collaborateurs. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler et sur lesquelles mes formations et mes plans de formation sont basés. Donc, une baisse d'assurance, par exemple, ou une hésitation sur un sujet est souvent un signal qu'une formation ciblée est nécessaire et doit être mise en place. Donc, pour citer un exemple, par exemple, ça m'est arrivé dans l'ancien hôtel où j'ai travaillé. Donc, j'ai remarqué que les team members, les valets parking, ils avaient une hésitation sur la gestion des plaintes, tout ce qui est retard de voiture, retard de livraison de bagages, etc. Donc, nous avons organisé une session sur le storytelling positif. C'est-à-dire, quand le client me réclame quelque chose, voilà, il y a une manière très sympa pour changer le complaint à quelque chose de sympathique. Et croyez-moi, on a eu des résultats très immédiats. Et c'est une formation en bonne et due forme qui a été faite dans ce sens, je présume. Absolument, absolument. C'était des séances enfin, c'était étalé sur 3 jours, d'une séance de 2 heures par jour. En Ensuite, fait, pour maintenir le niveau de tous ces agents-là ou les équipes de la front office, on a toujours adopté une formation de 15 minutes par jour. C'est très efficace, très important. C'est des rappels, en fait. Donc, moi, par exemple, personnellement, j'ai un livre qui s'appelle, enfin, on a créé un livre qui s'appelle le Magic Book. Ce Magic Book, en fait, c'est au pif. Chaque briefing, on s'arrête à une page et telle la thématique, on en parle. C'est-à-dire, si on parle de standard LQA, on peut parler de standard Force, on peut parler du menu, du room service, de tout ce qui est knowledge que le réceptionniste doit avoir. Donc, et ça marche à tous c'est les des coups comme piqûres ça. de rappel, c'est des formations en piqûres de Absolument. rappel. Hmm. Absolument, absolument. Et comme ça, on les prépare toujours. Comme ça, ils sont habitués à la formation parce que, pour être franc avec vous, ces derniers temps, là, pour les jeunes, la Gen Z, pour parler de la Gen Z, la formation, c'est quelque chose d'ennuyant. Hmm. Vous voyez, c'est Ouais. pas quelque chose qu'ils veulent faire. Ils veulent pas être bloqués dans une salle pendant 2 heures. Pour eux, voilà, c'est pas très, très important pour eux. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit changer avec le temps. La Gen Z, c'est le sujet d'actualité, mais on vise tout le monde, pas que la Gen Z par la Absolument. formation aujourd'hui. C'était un exemple. C'était un De toute exemple. manière, de toute manière, moi, j'aimerais bien savoir quel est l'impact concret sur la performance. Par exemple, nous, à notre niveau, parce que vous savez que nous sommes un établissement de formation aussi, on fait de la formation continue pour plusieurs établissements, mais on fait aussi de la formation qui est ouverte au public, du B2C, c'est-à-dire nous avons des personnes qui s'inscrivent dans la licence professionnelle au management des établissements. On a d'autres qui s'inscrivent, des managers qui s'inscrivent dans le master exécutif en management hôtelier de la restauration et d'événementiel. Et c'est des personnes qui, après avoir suivi la formation, ils partagent avec nous on va dire, leur évolution au sein du travail. Mais là, c'est un résultat global.
On sait que quand tu fais une formation, ça te permet d'évoluer dans ton lieu de travail, ça te permet de gagner et monter en compétences. Mais une formation continue, qu'est-ce qu'elle donne réellement sur le marché? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti un impact direct de la formation juste après la fin de la formation? Et quel a été, on va dire, votre indicateur de succès que la formation a bien réussi? Comment est-ce que vous mesurez ça? Et je vous laisse euh, interagir par rapport à cette question à l'ordre que vous souhaitez. Bien, de ma part, je vais prendre la relève si ça vous plaît. De ma part, ça se voit, le résultat de la formation, ça se voit très très vite dans les établissements touristiques maintenant. Il y a des résultats qui sont immédiats. Si vous pouvez nous donner des exemples concrets, comme ça on a une image encore plus concrète de la chose. Voilà, dans mon domaine, par exemple, l'onologie et la semmellerie, quand je prends des apprenants et je leur explique le vin, les accords mets et vins, par exemple, d'une manière très simple et d'une manière concrète, je demande au chef de me préparer, par exemple, 2-3 plats. On prend des bouteilles de vin et on fait la dégustation à l'aveugle. On fait, par exemple, on décortique le plat. On fait beaucoup de travail sur l'origine de ce vin, l'origine de ces produits. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le storytelling, moi, je l'ai dépassé maintenant. On a commencé à utiliser ce qu'on appelle le story sharing. On entend le client et on parle avec lui. C'est une discussion ouverte. Et je vois, la première chose, c'est la confiance que les collaborateurs commencent à ressentir. On fait des jeux de rôle, je les pousse en avance pour parler aux clients, pour ne pas avoir peur. C'est pas moi qui prends les commandes, c'est pas moi qui fais le service, ce sont eux. Moi, je suis derrière eux pour les encourager à prendre la relève. Et question, par exemple, le chiffre d'affaires, on voit nettement le grand changement ou l'impact de la formation sur le chiffre d'affaires, sur le turnover dans les établissements touristiques. Les collaborateurs qui reçoivent des formations efficaces, ils ne veulent pas quitter cet établissement. C'est comme leurs parents qui leur donnent ça développe un sens d'appartenance. Exactement. Et même quand ils partent, ça laisse un très bon souvenir dans leur mémoire. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler pour Disney, il investe à peu près 1 mois de formation pour une durée d'1 année. J'ai demandé ça à mon manager, je lui ai dit, mais pourquoi tout 1 mois? Il m'a dit, moi je préfère garder quelqu'un avec moi qui est intelligent, qui est bien formé pour la période de 11 mois, que de garder quelqu'un qui me cause des problèmes pendant 1 année. Même l'investissement, ça donne aussi une bonne réputation. Moi, quand je dis j'ai travaillé pour Disney, quand j'étais aux États-Unis, tout le monde veut me recruter. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la discipline, j'ai appris le service, le sens de l'amour de ce domaine. Et il y a beaucoup de choses que l'établissement bénéficie de formation qui est un investissement et pas un coût. Monsieur Dachary, je sais que vous avez une large expérience sur ça. Nous sommes tout ouïs. Oui, l'indicateur de succès de la mesure d'une formation, elle se voit, comme a dit si Ayoub, sur l'intérêt que revêt l'équipe. Il faut arriver à intéresser l'équipe à innover, à s'améliorer. Et quand on a des formations qui réussissent, on le voit tout de suite sur la manière du comportement du collaborateur. On le voit aussi rapidement, comme vous disiez, nous, on ne peut pas le mesurer directement sur le chiffre d'affaires parce que c'est un global, mais on le voit très bien sur la satisfaction client. Et ça, c'est primordial. Satisfaction client pour nous, c'est un impératif, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec Google, TripAdvisor et tous les marqueurs de niveau. Eh bien, il faut être à la pointe. On ne peut pas se permettre d'être second, on doit être premier. C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment chercher l'excellence dans notre domaine. Et ça, la formation, c'est un impératif qui se remarque tout de suite sur la dynamique dans l'équipe et la dynamique avec le client. Et ça se mesure très, très facilement à la perception, quoi. Voilà, de satisfaction. Des exemples de formation, Monsieur Dachary, des exemples de la formation que vous avez déjà effectuée, de thématiques pointues. Alors,
une dernière formation qu'on a effectuée il n'y a pas très longtemps, qui sort de notre cadre, c'est une formation qu'on a fait avec la protection civile. C'est des gens qui sont très compétents, hein, nos pompiers, hein, de grandes compétences, c'est des militaires à l'origine, hein, c'est un département des militaires. Et en fait, ils sont très ouverts à la formation. Je ne savais pas, je les ai démarchés. C'est un coût assez élevé par opérateur formé, mais c'est un investissement extraordinaire. On s'est permis de faire une formation sur la formation incendie. Donc, c'est une formation qu'on a fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils sont venus chez nous, voilà, pendant 3 jours. On a fait un travail extraordinaire, parce qu'imagine demain un incendie qui se déclare dans votre établissement. Hein, c'est pas Comment on fait l'évacuation des personnes? Il faut être capable d'agir. Et ça, c'est ça la réputation aussi qu'on va avoir. Donc, on a fait une petite vidéo. Je vous incite à regarder cette vidéo que je vais vous mettre en lien. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. On a fait une formation aussi sur la sécurité, le secourisme. Vous avez un client qui tombe, il y a des gestes à faire et à ne pas faire. Eh bien, ça, on oublie ce genre de choses. On pense à sourire, être bien vêtu et tout, mais l'incident, il doit être réglé d'une manière efficace. Et puis, on a fait une dernière formation aussi en piscine. Imaginez, vous avez quelqu'un qui se noie dans la piscine, il faut agir. Nous, on a une petite piscine, on ne peut pas avoir un maître nageur. Donc, on a fait une formation au niveau sécurité piscine qui nous sert aussi également. Nous effectuons des sorties en canoë sur le lac à Ouarzazate. Et donc, c'est important d'avoir des notions de secourisme. Et ça a été extraordinaire. Une formation pertinente, assez chère. Mais on reviendra sur les coûts. Il y a des moyens de réduire ces coûts. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. OK. Monsieur Khalid, vous avez fait des formations en secourisme aussi? Oui, on en a fait plein. Mhm. En fait, on est obligé, je pense, de le faire 2 fois par an. Chaque team member doit le faire 2 fois par an. Et c'est très important de le faire. Et Je pour pense les qu'il y aura toujours formations en relation avec le métier direct de front office? qui ont eu un impact direct. Je dirais pas direct sur le champ, mais ça s'est étalé sur un mois parce que j'ai un exemple en tête. C'est on a eu un certain mois, on a eu un souci enfin un score pas très élevé par rapport à la réactivité des team members. Donc, ce qui me concerne, nous, les Rooms Division, c'est front office, conciergerie, housekeeping. Donc, lors d'une formation sur la communication interservice, donc nous avons travaillé sur la fluidité entre la communication entre ces 3 piliers. Donc avant certaines La formations, coordination, si j'ai bien compris. C'est la coordination entre absolument, les… Mhm. absolument. C'est la communication, c'est la passage de la handover, etc. Donc, certaines formations, informations des clients, on a remarqué que certaines informations des clients se perdent. Et cela se ressentait sur la réactivité, sur les surveys. C'est les questionnaires que les clients Mhm. reçoivent au fin de séjour. Donc, après la formation, nous avons mis en place ensemble un système de handovers. On l'a appelé Meeting Squads. Très efficace d'ailleurs. On a remarqué que le taux d'insatisfaction client lié à la réactivité passé, je ne connais pas vraiment le chiffre exact, mais c'était 89 et ça a monté à 95, 96 le mois d'après. Donc, c'est un parfait exemple que la formation n'est pas uniquement pour l'apprentissage, mais c'est aussi un outil de performance En fait, mesurable. quand on parle de ces formations et de leurs impacts, il y a toujours une question qui me revient à l'esprit en tant que représentant d'un établissement de formation. Quels sont, on va dire, les formats de formation qu'on peut adapter? Est-ce qu'actuellement, on est plus sur de la formation certifiante? Est-ce qu'on est sur du mentorat et de l'encadrement? Et si jamais on observe ça, est-ce qu'on peut même, dans ce genre de métier aussi complexe, on peut penser à des formations en ligne? Ou bien c'est catégoriquement présentiel? Quels sont les types de formats, d'après vous, qu'on peut adopter? En fait, il faut diversifier un peu la chose. Il faut en mettre plusieurs canaux, comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Les formations, des fois, ils sont vus d'un œil, voilà, c'est ennuyant, etc. Donc, c'est pour ça que dans les hôtels, vous allez voir que les chefs de service, ils font leur propre formation, des formations plus pointues sur la technicité du métier. Vous avez le RH qui font tout ce qui est voilà, secourisme, tout ce qui est peut-être protocole et étiquette, tout ce qui est force d'une manière générale. Donc, on ne fait pas de certification, mis à part tout ce qui est sauvetage et secourisme.
Donc, en interne, la vérité, on n'en fait pas. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas C'est pour ça éligible que de le nous faire. sommes là, c'est pour faire les formations certifiées. Absolument. Merci beaucoup. Absolument. Non, mais c'est un point fort pour vous. Non, c'est voilà, c'est des formations. On donne à la fin un formulaire à signer pour témoigner que la personne a réalisé cette formation. Mais voilà, c'est Sidi juste Ayoub, vous en un pensez quoi? devoir, je dirais. Alors, les formations certifiées, c'est un plus. Les formations qu'on fait, par exemple, chaque jour pendant le briefing ou le debriefing, ou même des formations qui sont planifiées tout au long de l'année, c'est très important. Mais de temps en temps, il faut faire appel à un formateur certifié qui donne des certificats à la fin de la formation. Pourquoi? Ça encourage, ce bout de papier qu'on donne à la fin de la formation, ça encourage les apprenants à vraiment être encouragés pour faire d'autres formations. Des hôtels maintenant, des chaînes hôtelières comme le Hilton, il y a une notion de connaissances. On a Hilton University, on a la chance aussi de faire des Harvard. formations avec le groupe Harvard, Cornell University. Ouais. C'est pas donné. Si vous Oui, voulez l'essayer tout seul, ça coûte de l'argent. oui. Il faut vraiment profiter de ces formations. Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture pour nos connaissances et ça vous donne une fenêtre de se pencher vers l'autre monde, voir ce qu'il y a dans les autres établissements, ce qui se fait, la tendance et tout ça. Mais il faut vraiment, moi j'encourage les collègues ou le petit personnel. Par exemple, ce matin, quelqu'un m'a demandé, je veux apprendre l'anglais. Et je dis, il n'y a pas une formule magique. C'est l'apprentissage. J'ai dit la meilleure façon, c'est par exemple d'aller au centre américain. Pourquoi? Parce que d'après mon expérience, j'avais des collègues qui parlent bien français, mais qui veulent apprendre l'anglais. Je dis, moi, je peux vous aider pendant le service, mais vous devez vraiment faire appel à des professionnels dans le métier. Qui ont Et la ça a donné un pédagogie, qui ont la résultat. méthodologie, qui ont la manière d'enseigner, bien sûr. Exactement. Monsieur Dachary, pour vous avez un rôle de manager, mais aussi propriétaire du projet. Comment est-ce que vous encouragez, on va dire, la promotion et le suivi de la formation continue dans vos équipes? Alors déjà, il y a dans nos équipes et puis il y a envers le client, si je peux me permettre de dire. Nos équipes, il faut les motiver, comme vous avez dit, c'est pas facile. Et les formations certifiantes, quand ils reçoivent un diplôme, on a des gens qui travaillent chez nous qui n'ont pas forcément des grandes formations, hein, les gens de service, ils ne sont pas toujours très haut niveau. Eh bien, sachez que le diplôme, ils sont très fiers de le recevoir. On fait une photo de groupe, chacun sa photo, on lui remet la photo, il a le diplôme, il va l'encadrer. La femme de ménage, elle est fière de ramener chez elle à la maison un diplôme, la cuisinière, tout le monde, le serveur, tout le monde. Il n'y a pas un qui va se débiner pour dire oh non, je m'en fous du bout de papier. Ils sont tous très, très motivés. Donc déjà, on voit ça crée une dynamique. Et puis, on profite de ça aussi pour communiquer. C'est pour ça qu'on a fait 2 vidéos que je vous ai mis en lien, vous allez pouvoir voir. Eh bien, ces vidéos, on les communique. Dans nos emails, on les met, on les glisse. On en fait un peu la promotion sur l'Internet. Pour encourager les autres? Pas forcément pour encourager les autres, pour chercher des clients. Ouais, petit aussi, établissement, pour montrer la qualité de… Voilà, dans nos petits établissements, il faut se montrer que nous, petits établissements, on peut avoir un certain niveau et c'est promotionnellement intéressant de l'utiliser. Donc vraiment, c'est très important de faire ces formations, on les fait régulièrement, on communique dessus et je remarque à chaque fois au niveau Internet une réactivité des clients, ah oui, qui attestent qu'effectivement j'ai été dans cet établissement, le niveau et tout ça, et ça encourage d'autres à venir. Et effectivement, par rapport aux autres établissements, ça crée une émulation avec d'autres établissements. Parce que malheureusement, chez nous, dans les riads, les maisons d'hôtes et tout ça, je fais partie d'une association professionnelle, eh bien, ils ne sont pas intéressés par la formation. Et je trouve ça très attristant. Et même quelque part, je ne sais pas s'il ne devrait pas y avoir, dans les critères des nouvelles lois hôtelières, on des parle normes pas de classement, un critère de formation.
On ne Ouais. parle pas de ça, et je pense que si vous avez l'impact à remonter très haut, eh bien, je crois qu'il faudrait qu'il y ait il faudrait qu'il y ait un créneau où il faudrait pouvoir Dédié cocher à la formation. formation. Et là, on aurait des points. Et du coup, ça motiverait les gens par les points qu'ils pourraient avoir ou les étoiles qu'ils pourraient perdre. Parce que Ouais. certes, on a besoin d'avoir un niveau. Le meilleur niveau, c'est notre client qui revient. Mais on a besoin sur le marché d'étaler notre niveau. À ton niveau, Khalid, comment tu fais pour encourager l'équipe? Est-ce que tu es le manager qui préfère pas donner son équipe pour que ce soit formé afin qu'il reste bien staffé, ou bien vous Absolument pas. encouragez l'équipe? Absolument pas, absolument pas. Hmm. Au contraire, moi, la vérité, mon rôle, ce n'est pas seulement d'envoyer ces équipes en formation, mais c'est de Hmm. donner du sens à cette démarche. Vous voyez, donc Hmm. personnellement, j'ai toujours voulu que mes team members font des formations externes, qu'ils soient mieux formés, et peut-être que le coach ou bien le formateur qui va venir, il saura mieux passer le message. Donc, j'essaie toujours de débriefer avec mes collaborateurs après chaque session, voir qu'est-ce qu'ils ont appris, comment peuvent-ils l'appliquer, quels sont les autres besoins qu'ils ont en formation. Donc, pour moi, un manager qui forme sans accompagner, ben, crée de la connaissance. Alors qu'un Ouais. manager qui forme et suit, crée en fait de la transformation, je dirais, et de l'amélioration. Dans ce sens et dans le même sillage les managers, on va dire, parce qu'il y a des managers pas qu'ils ne veulent pas que l'équipe se forme, mais ça représente une certaine perte, on va dire, de staffing pendant l'activité. Est-ce qu'il y a d'autres freins, à votre sens, à la formation? Est-ce qu'il y a des Mais choses dans vos lieux de travail qui freinent la formation, mis à part le coût, on va dire? Est-ce qu'il y a des choses qui freinent la Ouais. formation? La vérité, pour notre cas en tant qu'hôtelier, je pense que c'est un cas partagé avec Ayoub. C'est le principal frein, la vérité, c'est souvent la disponibilité. On est toujours en rush, l'hôtel est plein, on a beaucoup d'activités, donc on croit ne pas avoir le temps de former. Mais en réalité, ne pas former, ça fait perdre bien plus de temps Mhm. sur du long terme. Donc, d'autres freins, je dirais, c'est la perception. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises tout à l'heure, certains collaborateurs pensent que la formation est une sanction. Donc, pour remédier, je pense, j'essaie de créer voilà, une culture de curiosité ou à apprendre à la valoriser, pas imposer, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est un travail que je fais en amont. J'organise des one-to-one avec les team members et j'essaie de collecter leurs besoins en formation. Je les implique à choisir leur formation, quels sont enfin, les points sur lesquels ils veulent s'améliorer. Donc, c'est comme ça que je construis mon plan de formation. Par exemple, j'organise voilà, aussi des mini capsules en formation, comme j'ai dit tout à l'heure, de 15 minutes voilà, avant le briefing. Voilà, pour les habituer à cette formation qui va venir par la suite, qui va prendre peut-être 2 heures, peut-être des fois toute une journée. Donc, il faut toujours les préparer pour mieux les mettre au bain. À votre niveau, Monsieur Ayoub, y a-t-il des freins? Je suis totalement d'accord avec Khalid. Il y a des établissements qui voient que la formation, c'est obligatoire. On doit la faire pour la faire seulement. Des ressources humaines qui disent vous devez faire cette formation maintenant, voilà, coûte que coûte, ça y est, on va se débarrasser. Mais les formations, normalement, toute une préparation. C'est une préparation de l'environnement, le lieu de la formation, les outils de la formation, les personnes qui vont être formées. J'ai des hôtels, par exemple, qui m'ont demandé de donner une formation de upselling et cross-selling pour leurs équipes. Mais quand je vais dans ces établissements, je trouve que la personne n'a aucune connaissance des menus, des produits qu'ils vont vendre, euh, Mhm. problème de communication. Il n'a pas les outils linguistiques pour vraiment relier ses produits à son Déjà, client. la Donc, base n'y est pas pour faire du upselling et du cross-selling déjà. Mhm. exactement. Et il y a aussi des collaborateurs qui ne veulent pas être formés, qui n'ont pas d'ambition. Et comme on dit en anglais, you can bring the horse to the water, but you cannot make him drink. Mhm. C'est comme ça.
Par contre, moi, je donne beaucoup d'exemples concrets et réels dans notre vie, ce qu'on vit avec des personnalités qui ont bien réussi leur carrière grâce aux formations. Par exemple, là, s'il y a effectivement je pourrais appeler ça une résistance de la part du collaborateur, et vous avez évoqué le bloc RH, et j'ajoute à ça le fait qu'a partagé tout à l'heure Dachary par rapport à cette fierté d'avoir quelque chose. Peut-être qu'il faut penser à un plan de carrière qui inculque la formation comme un élément incontournable. Et c'est en mangeant que vient l'appétit, comme on dit. Et c'est ça, c'est-à-dire, peut-être qu'ils ne sont pas conscients. Donc, en tant que manager, en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui est conscient du poids de la formation, je crois que notre rôle est de pousser ces gens-là vers la formation et ils comprendront par la suite. Parce que vous avez une certaine vision qui est stratégique, vous avez une expérience qui est derrière et peut-être vous avez suivi des formations qui vous ont permis d'évoluer, mais les autres pas encore. Donc, autant être, on va dire, ce catalyseur pour pouvoir pousser ces gens-là à se développer encore plus. Monsieur Dachary, des freins à la formation dans vos métiers? Oui, dans les petits établissements, je dirais surtout parce que dans les grandes chaînes, tout ça, c'est acquis, ça fait partie des process. C'est le coût de la formation. C'est très cher, ces formations. Et on oublie souvent que l'État nous aide, en fait. Mais les gens ne le savent pas. Quand on paye à la CNSS nos frais chaque mois, on a 1,6% de la masse salariale qui nous donne droit à une quote-part de formation avec l'OFPPT. Et on n'en profite pas. Nous, c'est la première fois cette année que l'on en profite. Je ne l'avais jamais fait avant et je ne le savais pas, je l'ai découvert par hasard. Donc, il n'y a pas de communication non plus au niveau de l'État par rapport à nos établissements en nous disant vous avez droit à 70% de formation payée par l'État. Je dis il faut en profiter. Ça coûte cher, 70%. On peut y aller, on peut en faire plus. Donc c'est hyper intéressant. Et là, c'est peut-être votre rôle à vous, le rôle dans l'établissement, de communiquer sur cette possibilité d'utiliser des formations avec, bien sûr, des formations qui sont certifiantes, des formations qui sont structurées. Il suffit d'avoir une facture en bonne et due forme. Voilà, ça passe. Donc, on peut choisir aussi son formateur. On n'est pas obligé d'aller dans un établissement public. On peut choisir un établissement privé de langue, de sécurité, comme nous, on a fait avec la protection civile. Et c'était vraiment professionnel, extraordinaire. Une formation qui était très formation en salle, avec vidéo, c'était fantastique. Et puis sur le terrain, c'était vraiment professionnel. Donc moi, j'incite bien sûr à cette formation. Elle est indispensable pour nos établissements, elle est indispensable pour progresser. Et le Maroc, il en a trop besoin. On est tous concernés. J'avais programmé une dernière question par rapport aux compétences d'avenir, mais je crois au fur et à mesure qu'on avait commencé à parler et discuter depuis tout à l'heure, on voit que vous avez mis l'accent sur la communication, sur le management interculturel, sur pas mal de choses qui sont liées à la personne elle-même avant même d'atterrir sur les outils nécessaires et techniques dans chaque métier selon ses spécificités. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu la réflexion, pas trop, parce que je sais que vous avez pas mal de choses à faire aussi. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est un sujet d'actualité. Et qui dit IA, quelque part, on parle d'automatisation, on parle de substitution de l'humain ou bien l'accompagnement de l'humain. On sait pertinemment que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le guidage, c'est un métier qui repose fortement sur l'aspect humain. Est-ce qu'il y a risque? Est-ce qu'il n'y a pas risque? Quelles sont les choses dans lesquelles on peut reposer dans l'IA pour en profiter pour notre métier, pour ce métier de cœur, comme je dis? Comment pouvez-vous voir l'avenir de ce secteur avec le développement de l'IA? Déjà, pour moi, c'est un outil nouveau, donc il faut le maîtriser. Je vois que nous sommes quand même dans un métier de service. Et comme vous disiez tout à l'heure, le service, c'est l'humain. Et je pense que ces outils modernes peuvent nous servir en back-office, mais devant le client, avec le client, c'est l'humain. Alors, l'humain a besoin de connaissances complémentaires. Il peut sûrement les trouver avec l'IA, mais il faut se méfier.
Par contre, l'humain, il sera toujours là à faire du service. C'est notre base de métier et l'humain, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que les deux outils, la modernité est utile et indispensable. Hein, c'est l'Internet, c'est la révolution informatique. Donc, c'est la suite de ça, logique. Mais il faut penser à l'humain aussi. Il faut penser à l'humain. Par exemple, dans votre projet d'Achari, vous voyez un métier quelque part là-bas qui peut être substitué par l'IA? Ouais, j'y réfléchis pas, on verra. Ouais. Vous parliez de la suite, la suite, mon fils verra la suite, qui est en train de faire. Mais on n'y est Ok, pas encore. On n'y est pas encore. ok, ok, Pour nous, de on n'y est pas. préférence. De préférence Alors, en tout cas. Monsieur Ayoub, la restauration, l'œnologie, la sommelier, Alors, Tu la c'est disais? nouvelle risqué? génération. La nouvelle génération maintenant, premièrement, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. C'est un outil vraiment très, très intéressant, mais on doit le contrôler. On doit savoir comment l'utiliser. Avant, par exemple, pour faire une recherche sur du vignoble ou sur du vin ou sur l'alimentation, sur des plats et tout ça, on perdait beaucoup de temps. Moi, je me rappelle, j'avais à peu près une vingtaine de subscriptions au magazine Food and Wine, Gourmet, tout ça, et on passait beaucoup de temps à lire. J'avais même un classeur, je déchirais les pages que je voulais garder, je les plaçais là-bas. Et maintenant, c'est très facile d'obtenir les informations, mais il faut faire attention parce que, comme quelqu'un m'a dit, il m'a dit l'intelligence artificielle nous a causé la stupidité naturelle. Ouais, Pourquoi? Parce que ça je devient demande facile. exactement à mes associés ou à mes collaborateurs, par exemple, si demain je vais planifier une formation sur les Cabernets Sauvignons, je leur cache pas, je leur dis voilà, demain, vous devez venir avec un bagage dans la tête, faites un peu de recherche sur le Cabernet Sauvignon. Et le lendemain, je sais bien que la plupart, ils sont allés aux ordinateurs avec l'intelligence artificielle et ils ont tiré beaucoup de choses. Mais je dis, il ne faut pas seulement lire, il faut le reformuler à Hmm. votre style. Euh, et bien sûr, quand ils font un résumé à leur style et comment ils commencent à parler, ou même Ils devant les retiennent. clients, ils commencent Hmm. à retenir. S'ils retiennent 20% de ce qu'ils ont trouvé, c'est déjà pas mal. Et ce sont des choses, comme j'ai dit, c'est chaque jour, chaque jour. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment attaquer. Même l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser à notre profit. Un métier qui peut sauter, la même question. Un métier dans la restauration qui peut sauter avec l'IA. Vous savez que dans les pays occidentaux, notamment au Japon et en Corée du Sud, il y a des restaurants, il y a des hôtels où il y a des serveurs, des robots euh, Hmm. qui, euh, qui font le service des chambres, ils font la réception, ils font. Même en Europe maintenant, il y a un McDonald's qui est ouvert et ils ont essayé l'ordinateur. Ben, Mhm. il n'est jamais en retard, il n'appelle jamais pour te dire je suis malade, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Mais euh, ici au Maroc et dans d'autres pays où les gens ils vont pour se divertir, pour voir la culture, pour rencontrer les gens, moi je ne crois pas que ça peut Il y a un être, risque. l'être humain peut être remplacé. Ben, si tu es le meilleur à ce que tu fais, tu vas jamais être remplacé. C'était Khalid, le front office. Alors, malheureusement, l'IA est déjà d'actualité en hôtellerie parce que tout ce qui est réservation de chambres peut être automatisé. Donc, ils ont une partie d'automatisation des tâches pour la réservation, c'est-à-dire c'est une assistante virtuelle qui peut répondre voilà, 24 heures sur 24 sans pour autant qu'il appelle, il est en maladie, etc. Il peut répondre à n'importe quelle question que le client lui posait. Il travaille avec une base de données qu'on lui insère. Il y a des check-in qui peuvent être par des robots ou encore des applications mobiles. On peut avoir la clé dans son téléphone, des clés virtuelles. Je dirais le métier qui risque un peu de perdre sa place dans l'hôtellerie, c'est le revenu management parce que maintenant le yield management se fait via l'AI. Voilà, ils peuvent ajuster en temps réel les tarifs selon la demande et selon la disponibilité de l'hôtel et selon leurs concurrents aussi. Et en analysant Mais la big data de l'historique, je présume, et pas mal absolument, d'informations. absolument.
Donc oui, mais l'IA ne peut jamais remplacer la dimension humaine essentielle dans l'hospitalité, c'est-à-dire c'est l'accueil, l'émotion, le contact, la personnalisation émotionnelle vont rester toujours voilà, des domaines où l'humain est irremplaçable. Parce que enfin, la clientèle du luxe aujourd'hui, ils cherchent, voilà, c'est pour ça qu'elle voyage dans des hôtels de renommée internationale, c'est avoir cette chaleur d'accueil, cette interaction avec avec les team members. Donc, ça les importe, enfin, ils sont pas intéressés par le building, par l'architecture ou quoi que ce soit. Donc, ils cherchent cette découverte de culture, etc. Donc voilà, donc je pense, je rejoins Ayoub et dire que l'IA est une opportunité dans l'hôtellerie pour améliorer l'efficacité, je dirais, la personnalisation et la satisfaction des clients. Mais elle doit être voilà, intelligemment intégrée, bien sûr en gardant le côté humain au cœur de l'expérience. Parfait. Moi, ce que j'ai retenu, on va dire, de nos échanges, et auquel moi aussi je crois bien sûr fortement, c'est que la formation n'est pas une étape ponctuelle, réservée au début d'une carrière ou à la fin, non, c'est un processus continu. Je dis toujours que l'apprentissage est un processus qui se termine jamais. Il est indispensable pour progresser, pour s'adapter, performer durablement dans un secteur surtout qui connaît beaucoup, beaucoup de changements et en constante évolution. Donc, qu'on soit en début ou expérimenté, la montée en compétences reste un levier, à notre sens, puissant pour améliorer la qualité de service, pour renforcer la satisfaction du client, ouvrir la voie de nouvelles responsabilités et surtout rester motivé et engagé dans son métier. Parce que si on n'aime pas notre métier, si on n'est pas passionné, on va trouver que la formation est ennuyante. C'est hyper normal. Absolument, Donc, absolument. moi, je vais voir est-ce qu'il y a dans le chat quelques questions. Comme ça, rapidement, on ouvre l'interaction de 4-5 minutes pour qu'on puisse vous libérer aussi. Alors, j'ai une question. C'est une question un petit peu précise. Cela fait bientôt 1 an que je travaille comme Guest Relation Agent pour tout premier travail et on m'a récemment désigné Departmental Trainer. J'adore partager et former, mais je me demande comment bien former les team members, sachant qu'ils ont parfois plus d'expérience que moi. Auriez-vous des conseils? Alors, la question, elle peut être posée à nous tous. Des fois, on se retrouve Absolument. avec des gens qui ont plus d'expérience que nous. Comment est-ce qu'on peut se comporter pour former ces gens-là? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, lors de ma première, on va dire, expérience en formation, et j'avais 24 ans, et j'enseignais dans une licence professionnelle en tourisme aussi, en hôtellerie et en tourisme. Et j'avais des personnes qui avaient 40 ans, 45 ans, parce que c'est une formation destinée aux professionnels, comme ce qu'on fait actuellement à SSK. Et les professionnels, vous pouvez rencontrer des gens qui ont plus d'expérience. Le fait que quelqu'un, et moi ce que je dis, ça c'est mon point de vue, le fait que quelqu'un vient pour se former ou se retrouve dans une salle de formation, normalement, il est motivé pour absorber des informations. Et toute personne qui est devant lui peut lui ajouter même un mot en vocabulaire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans une posture de formateur, on est dans l'obligation de faire nos recherches, pas en chat GPT, de puiser dans notre expérience et de faire le maximum possible pour partager et expliquer aux gens. Et ce n'est pas une honte d'avoir des gens qui ont d'autres informations parce que personne ne détient la vérité absolue. Donc, il faut être performant dans ce qu'on fait, il faut aller jusqu'au bout et donner l'information qu'on a et surtout garder en tête que je dois tirer de l'information aussi de l'auditoire qui est devant moi. Et c'est ça la clé de la réussite. Et c'est ça, ça nous permet de rester humble. Ça, c'est mon point de vue. Après, je ne sais pas, nos intervenants, s'ils ont aussi leur point de vue, parce que je sais que vous vous êtes retrouvés peut-être dans la même situation, de former quelqu'un de plus expérimenté que vous, de ce genre de choses. Absolument, c'est une très bonne réponse, si Oussama. Je vous rejoins parfaitement là-dessus, parce que ça m'est arrivé aussi. Donc, moi, le conseil que j'ai pour elle, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, elle doit vraiment connaître le métier, enfin les métiers, parce que j'imagine elle va former tout le monde, hein, tous les métiers de l'hôtellerie. Donc, elle doit avoir au moins les bases de chaque métier.
et voilà, faire participer les gens et attirer l'information de cette personne. Déjà, le fait de former avec un data show, une présentation, et voilà, réciter ou lire les supports, c'est devenu très classique. Maintenant, comment on fait la formation? C'est voilà, c'est de l'interaction, c'est de faire participer tout le monde et d'attirer l'information. Et au final, ils sont en train de s'auto-former. La personne qui a l'information, elle va le partager avec la personne qui n'a pas la formation. Et c'est comme ça qu'elle pourra se ressourcer. N'empêche, elle doit faire un travail sur soi en amont. Donc, bon courage à toi déjà, parce que c'est une tâche qui n'est pas très facile. Mais déjà, si ils vous ont fait enfin, ils vous ont donné ce poste et que ils vous font confiance et je pense que voilà, vous allez réussir, c'est sûr. Ben, moi aussi, de mon côté, c'est une bonne chose qu'ils vont en donner cette opportunité pour vraiment être une formatrice au milieu où vous travaillez. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est que pour un formateur, il y a des qualités. L'une des premières, c'est le charisme. Comment contrôler une audience, comment vraiment captiver une audience. C'est la façon dont vous parlez, les gestes, et aussi faire les interactions. Il faut vraiment pousser l'audience à participer. Ce n'est pas seulement des listeners, mais ils doivent participer aux formations. Les jeux de rôle, c'est très important. Comme Khalid a dit, c'est fini le temps des slides et d'y lire. Il y a maintenant des formations qu'on fait avec des photos. Une photo, c'est, comme on dit, Exact. c'est 1000 words, 1000 mots. Il faut être participatif, il faut vraiment attirer l'attention des participants et il faut être honnête. Si il y a parfois des gens qui me demandent des choses ou ils me posent Vous des connaissez questions, pas. bon, j'ai pas la réponse. J'ai aucun honte de dire je ne sais pas la réponse pour le moment, mais je vais chercher et je vais vous donner la réponse dans le plus proche délai. Il faut vraiment être honnête avec les gens. Bien sûr. Monsieur Dachary, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité, il faut accepter la remise en cause de soi-même et puis accepter que d'autres avis peuvent être là à partager et permettre à chacun de progresser, quoi. Donc de l'humilité en même temps en cherchant la performance. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est nécessaire. Il faut du recul pour être disponible et puis créer cette dynamique qui va faire que les personnes formées vont être intéressées. Et ça, c'est la clé de la réussite de la formation. Bien sûr, c'est pour ça que c'est une question à double tranchant, si on peut dire. C'est une question qui peut être vue de deux visions. C'est-à-dire, moi, je suis un formateur ou bien moi, je suis en train de se former. Il n'y a pas un seul domaine ou bien une seule méthode pour apprendre ou pour faire apprendre les gens. Monsieur Ayoub, il a parlé de communication, il a parlé de charisme, et ça fait un tout. Quand vous êtes un manager ou quand vous êtes quelqu'un qui travaille dans un secteur tel que le tourisme, c'est un mélange qui regroupe la technicité, la personnalité, le leadership. Et il y a beaucoup de choses en même temps. Et c'est ce qui fait que des formations sur d'autres thématiques comme le leadership, comme le management interculturel, comme la communication, sont aussi indispensables que des formations en tout ce qui est outils. C'est important. Ça fait un tout et ça fait un mélange qui donne, on va dire, ce profil tant recherché par les clients. Parce que si je connais bien la carte, je connais bien le menu, je connais bien les disponibilités des chambres, je connais bien les spécificités des chambres, je connais bien la région qui va visiter ce client, et que je ne sais pas faire passer le message, que je ne suis pas présentable, que je ne sais pas défendre des choses, ça ne veut absolument rien dire. Peut-être ça va même rendre l'expérience touristique pas aussi réussite que ce qu'on espère. Absolument. Donc voilà, moi je crois qu'on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est soit on était très très performants et ils ont tous compris, soit ils n'ont rien compris. Mais je suis plus pour la première. Ils ont tout compris et ils ont. D'ailleurs, les membres de participants n'ont pas changé depuis le départ et c'est un bon signe. Tout le monde a suivi depuis le départ. Donc, il me reste à remercier
nos intervenants, mes chers amis. C'est une occasion de vous voir et de parler avec vous. Il y a des personnes que ça fait longtemps que j'ai pas vu et ça fait énormément plaisir. Et sûrement, on va avoir recours à vous lorsque vous aurez un peu de temps face à l'activité aussi chargée pour revoir dans nos classes et donner les cours qu'il faut dans nos programmes parce qu'on compte énormément sur vos expériences. Merci. Donc, je vous remercie énormément. Sur le chat, vous avez les liens dont a discuté M. Dachary. Vous avez même les liens de nos programmes, que ce soit les masters exécutifs ou bien les LP. Et vous avez maintenant les noms de nos experts que je crois, vous pouvez contacter si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à quoi que ce soit dans leur domaine d'expertise. Un dernier mot? Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute et pour la richesse de nos échanges pour les intervenants. Écoutez, ce webinaire, la vérité, m'a rappelé à quel point la formation n'est pas simplement un outil de développement, mais un véritable état d'esprit. Donc voilà, celui de la courtoisie, de la rigueur, la remise en question, surtout pour le cas de la jeune dame qui a cette situation de première expérience dans la formation continue. Donc voilà, je vous remercie infiniment. On aimerait bien refaire ce webinaire, Inch'Allah, soit pour le même thématique ou une thématique similaire. On est là disponible pour partager notre vécu et ce qu'on vit aujourd'hui dans le domaine hôtelier, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Sidi Khalid. Sidi Ayoub. Avec plaisir. Monsieur Oussama, ça fait plaisir de vous entendre votre voix et de vous voir en live. Comme a dit Khalid, nous, on est en train de, comment on dit en anglais, raise the bar. Le premier hôtel Waldorf Astoria ici au Maroc, les propriétaires, les managers, ils attendent beaucoup de nous. Parce que nous avons des équipes qui sont jeunes, il y en a ceux qui n'ont jamais travaillé dans l'hôtellerie, c'est leur première expérience. Il y en a ceux qui n'ont jamais travaillé dans le secteur du luxe. Ils attendent beaucoup de choses de nous et nos portes sont ouvertes après l'ouverture de l'hôtel, Inch'Allah, aux étudiants aussi de Hostelia pour des stages d'apprentissage ou pour un premier contact avec le domaine hôtelier. Et voilà, je vous remercie beaucoup et Jean-Pierre, je vous remercie aussi. Et on ne sait jamais, un séjour à Ouarzazate. Et merci ici Oussama et puis à l'équipe des intervenants et puis à toutes ces personnes qui se sont intéressées à rechercher des compétences supplémentaires pour chacun. Vraiment, l'excellence, on doit tous y veiller, ça doit être notre profil de cheminement. En tout cas, merci à vous. Et puis, le mieux pour le Maroc. On est tous des outils utiles et nécessaires. C'est sûr. Merci encore à nos intervenants pour leurs témoignages inspirants et concrets. Et à vous tous pour votre attention. Nous espérons que ce webinaire vous aura donné des pistes utiles pour penser votre carrière comme un parcours de développement continu, comme je dis toujours. À très bientôt pour de nouveaux échanges et n'oubliez pas, se former, c'est investir dans son avenir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup.